l'atelier sur le management 3.0. Ça existe depuis pas mal de temps, je dirais depuis une quinzaine d'années, quelque chose comme ça. Je suis facilitateur chez Management 3.0 et copropriétaire depuis 2013. Et je vous présente aujourd'hui un petit extrait de ce que c'est le Management 3.0 dans un premier temps. Vous verrez, il y a une notion de principe et de pratique, et on va pratiquer dans un deuxième temps. Si on a le temps, s'il n'y a pas eu trop de questions, on va voir comment vivre le Management 3.0. Alors, première chose, j'aimerais que vous scannez ça avec votre téléphone, le QR code, ou vous rentrez dans votre ordinateur. C'est la panique chez moi parce que je ne l'ai pas ouvert chez moi. Je ne sais pas s'il est démarré. Un petit questionnaire. Start. Ça devrait fonctionner maintenant. Ça va nous permettre de partager un peu notre point de base. Que fait votre manager? Mon manager, c'est ma femme. C'est un peu compliqué, je n'ose pas trop m'expliquer. Alors, on va voir. Ça fonctionne? On va voir avec un clap. On a 0 réponse pour l'instant. Ça cogite. Ça cogite. Tu as réussi à te connecter, si jamais? Juste pour voir. Rien. Il fait rien. Le plus grand, c'est rien pour l'instant. Hein. OK, réunion, encaisse, l'argent, il organise. Il est bien. Rien du tout. Les projets, l'ensemble. Gestion, coordonne, problème. Rien du tout, fixation des objectifs. Je vais essayer de partager ça comme ça avec vous. Est-ce que ça... Tac. Vous voyez arriver les différents éléments. Il y a des réunions au centre. Hein. C'est WooClap qui organise un nuage de thèmes. Voilà, alors je vous laisse apprécier ce qui a été dit, hein, gérer l'équipe, faciliter, il décide, animer l'équipe, venir, hein, venir voir, coordonne, accompagner. Assez grand, c'est quand même le rien, et en tout en bas, il y a le rien du tout encore, c'est encore pire. Des problèmes, il y a 2 fois des problèmes. Voilà, c'est un peu les thèmes qu'on a aujourd'hui. Intéressant. Je crois qu'on a un problème avec le management aujourd'hui. Je crois pour nous qui sommes dans la business analyse, on a vraiment un problème de travailler malgré le management, pour le management. Il y a cette notion de management qui est quand même assez forte. Qu'est-ce que c'est le management? Alors, je cherche un peu dans le dictionnaire. C'est un mot anglais, aujourd'hui en tout cas. Avant tout, ça veut dire l'administration. L'utilisation des ressources limitées combinées avec la prévision, la planification, du leadership et des compétences d'exécution. Pas mal ça, quand même. Hein. Si le management, c'est ça, c'est une très bonne expression, mais il y a une notion gérer, hein, administrer. Le management peut être les directeurs de l'organisation, là il y a peut-être un peu d'ambiguïté, et puis l'utilisation judicieuse des moyens pour atteindre une fin. Et là, on peut peut-être venir en arrière. Au niveau de l'histoire du mot, c'était la 3e définition qui est la plus ancienne, en fait. Ça vient du latin ou après de l'italien, et puis ça veut dire gérer une maison, en fait. Vous imaginez une maison d'un patricien, il y a des domestiques, il y a des esclaves, il faut vraiment travailler pour son foyer, alors c'était vraiment du travail. Et plus tard, ça a changé. Plus tard, ça a changé vers la notion de gérer l'équipe. La première partie, et puis c'est là où je voudrais venir, c'est en fait du micro-management. Ça, c'est l'expression assez particulière du management.
Peut-être vous pouvez prendre vos micros. Qu'est-ce que vous pensez du micromanagement? Alors, pour activer le micro dans Zoom, vous pouvez appuyer la barre d'espacement. Si ça fait un push to talk, tant que vous êtes sur la barre d'espacement, ça marche. C'est la catastrophe. Sandra? Oui, c'est une catastrophe, le micromanagement. C'est une catastrophe. Oui. Bah oui, parce qu'on a l'impression que c'est l'inspecteur des travaux fini. Ouais. Et d'avoir aucune vision, d'avoir aucun accès. Et en général, le micromanagement, c'est quand c'est très hiérarchisé. Oui. Donc, on ne fait pas confiance aux différents collaborateurs, on est tout dans le contrôle. Et puis, si on a quelque chose à dire, ben non, on ne peut pas parce que le plafond de verre là, est très très bas. Là. Il y a les exécutants et puis on va dire je cherchais le caporal. Et donc, on ne peut pas remonter si on a des bonnes idées ou pas, enfin bon, de s'exprimer. Voilà. Et peut-être que même que la personne qui fait caporal ne sait pas pourquoi elle le fait et comment gérer les gens aussi. Je comprends. Qui d'autre? Peut-être il n'y a personne d'autre qui a des managers, je ne sais pas. Ouais, moi je vois le micromanagement surtout par rapport à la taille des tâches. En fait, plutôt que de donner des tâches et de l'autonomie dans le micromanagement, ce que j'entends, c'est qu'à chaque fois, c'est des petites tâches avec des instructions qui sont vraiment du coup purement à exécuter. Sans trop, la personne micromanagée va pas trop se poser la question de qu'est-ce que je fais ou comment je le fais. Oui, tout devrait être... parce qu'il n'y a pas besoin. Hein. Apparemment, c'est quelqu'un d'autre qui le fait à sa place. Est-ce que ceux qui ont des caméras, levez peut-être la main, qui pensent que le micromanagement marche? Ah, ours, ok. Moi aussi, hein. Comment je fais? Je fais là, comme ça se voit. Hein. Non, si on veut que le travail soit fait, le micromanagement, ça fonctionne. Hein. Talonner, ou disons, suivre de très proche l'affaire. Je crois que c'est quelque chose de bien. Ce que disait Sandra, surtout, c'est ça devient un problème quand le micromanagement est exercé par la manager ou le manager et pas par la personne même. Ceux qui travaillent dans l'agilité, les daily, où on a un board avec les tâches et tout, on est à fond dans le micromanagement. Hein. On gère des tâches de quelques heures et c'est ça qui nous fait avancer dans le projet. Alors, le micromanagement, c'est quelque chose de très, très important pour faire avancer les choses. Le problème, c'est qui exerce le micromanagement. Si c'est la personne qui est directement concernée, qui exécute la tâche, qui micromanage ses propres tâches, ou l'équipe dans un ensemble micromanagement ses activités, là, ça fonctionne très, très bien. Parce que là, on accepte, parce que oui, on comprend tous l'objectif, on a un but commun, on veut réussir ensemble. Alors, il faut faire aussi la partie management qui est nécessaire pour réussir. En fait, c'est les managers qui sont le problème de nouveau et pas le management. Et je crois qu'il faut gérer les affaires et le micromanagement est vraiment une expression du management assez clé pour faire avancer des choses qui ne sont pas prédéfinies peut-être à la. Alors, parlons de management 3.0. Il faut aussi peut-être expliquer qu'est-ce que c'est le management 1.0. Depuis quand le management existe? Le management existe depuis qu'il y a une division du travail, où il n'y a pas celui qui cultive la terre, qui va vivre de ses propres fruits, en fait. Il y a une administration, il y a certainement le clergé a toujours exécuté une forme de management, l'aristocratie. Et puis après, dans l'industrialisation, on a professionnalisé le management, c'est devenu une discipline. Et cette discipline, au début de l'industrialisation, fin 17e siècle, 18e, 19e siècle, en fait, c'était l'organisation du travail. Et puis il y avait Ford, avec ses chaînes de montage, en fait, qui définissait comment il faut faire le travail, et après, il fallait faire le micromanagement, probablement, pour faire exécuter le travail correctement. Et c'était très, très efficace. C'est ça qui a permis de rendre la voiture accessible pour tout le monde. C'est un énorme pas au niveau du management. Mais vous voyez aussi Charlie Chaplin dans son film, dans Modern Times, non?
il est là, et puis il n'arrive pas à suivre, et puis il se fait prendre dans la machine. Il y a des effets pervers aussi, ça. Ce que disait David, en fait, c'est on n'a pas besoin de réfléchir dans le micromanagement ou dans ce style de management, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a déjà bien réfléchi, les white collars, hein, les ingénieurs du travail, qui ont mis en place des procédures standards, ISO 9000, hein, quelque chose comme ça, peut-être 100 ans plus tard. Et il y a une meilleure façon de faire la chose, et la chose est bien définie. Alors, ça fonctionne bien dans une industrialisation, dans quelque chose de production de masse, où on cherche une constance. Et pourquoi on a fait ça avec les humains aussi? C'est parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas les robots. Si vous allez aujourd'hui dans une usine d'assemblage d'automobiles, il y a très peu d'humains. Il y a de l'humain là où la machine ne peut pas le faire. Monter un tableau de bord dans une voiture, il faut faire attention, et puis adapter, ajuster, il faut faire ça à deux, c'est quand même assez lourd parce que c'est préassemblé. Là, il y a de l'humain dedans. Mais pour souder la carrosserie, ça c'est un robot qui fait parce qu'il peut le faire. Avec une constance, une régularité, une qualité, une autosurveillance cette fois de la machine qui fonctionne. Alors ce type de management a été inventé parce que les machines n'étaient pas encore suffisamment bonnes pour ce type de travail. Alors ça, on a quand même compris, déjà avec le temps, j'avais la photo de Modern Times, qu'il y a des problèmes négatifs aussi dans, cette fois, le monde moderne de l'économie, surtout orienté des services. Alors, on a, avec un management hiérarchique comme ça, on crée une hiérarchie, on crée des silos, des départements indépendants, c'est pour tout en haut de l'organisation. On sépare déjà des éléments, on voit bien que la vente n'a rien à voir avec les finances, parce que c'est à part, et puis quelque part, les problèmes que les managers ont tout en haut de l'organisation, ça diffuse jusqu'en haut. Alors, ça n'amène pas à la coopération, parce que quelque part, c'est plus facile aussi de briller en tant que manager si les autres sont mauvais. Et tout le monde a certainement remarqué, c'est beaucoup plus facile de pourrir le travail des autres que de faire soi-même mieux. En fait, c'est ça qui fait avancer dans l'hiérarchie de ce type d'organisation. Ça fait des royaumes, ça c'est à moi, c'est mon budget, c'est moi qui le dépense. Je crois l'endroit où cette expression est le plus fort, c'est dans l'administration publique. Quand tout en haut, il y a des politiciens qui ne peuvent pas se blairer, il faut dire ce qu'il y en est, ils se font quand même un combat d'élection, ce sont des ennemis jurés avec des idéologies totalement différentes. Et après on dit à la Suisse, ouais, maintenant compromis, on vous met tous ensemble et ça va marcher, vous allez voir. Moyennement, quand ça va mal, on est content qu'on a quelqu'un qui est responsable d'un département, c'est de sa faute, mais après on peut toujours torpiller par derrière, par d'autres. Dans l'organisation même, ou d'organisation du travail, on voit qu'il y a énormément de réunions, parce que maintenant, ce qu'on a séparé en haut, il faut le coordonner en bas. Parce que vous voyez là, dans le diagramme, il y a ce flux à travers l'organisation. C'est ça qu'il faut qu'il marche. Pour le client, je m'adresse à la vente. Après, j'aimerais bien que la distribution ou la production fonctionne, la distribution, et à la fin, je vais payer. Alors, la perspective du client est transversale. Par contre, l'organisation est verticale. Alors, du coup, il faut se réunir pour se coordonner. Et puis, on aimerait bien changer ça, mais il y a plein d'obstacles qui mènent ça. Et à la fin, ce sont les collaborateurs qui sont démotivés dans un système comme ça. On sait que ça va mal. En Management 3.0, dans une toute première version des cours, on avait cette image de néon. C'est un énorme tableau qu'il y a à Amsterdam, sur un mur. En fait, Melisham hates her job. Depuis 25 ans, il est sur le mur, en fait. Elle est comptable dans un... Bon, vous voyez, c'est une photo déjà assez ancienne, là, avec l'appareil qu'elle manipule. Mais la plupart des gens aujourd'hui qui sont dans l'administration n'aiment pas leur boulot. Il y a des statistiques sur ça. L'engagement est très, très faible. Ça va jusqu'au sabotage. Et de l'autre côté, les gens dans ces systèmes sont aussi victimes. Ce n'est pas seulement des mauvais acteurs, je sabote le travail des autres, mais quand on entend de burn-out, oui, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas la capacité de suivre, mais souvent, ce sont aussi les organisations qui les rendent malades. La pire des choses, c'est dans une organisation qui ne veut pas bouger, et on veut faire bouger les choses par ses propres moyens, c'est Don Quichotte, et c'est ça qui fatigue, c'est ça qui mène au burn-out à long terme. Alors, dans les années 80 à peu près, c'est Drucker,
Peter Senge, on a réfléchi sur ce management de dire comment on pourrait faire mieux. Alors, on a compris que c'est pas, surtout dans les sociétés de services, ça ne fonctionne pas très bien. Alors, il y a eu ce concept de servant leader qu'il faut suivre maintenant, et tout d'un coup, c'est le collaborateur qui est important, le capital humain dans l'organisation, tout c'est super bon. Bon, on parle au RH, ça leur parle, mais si on regarde dans l'organisation, ça n'a pas tellement changé. Parce que les RH, de nouveau, c'est un silo à part qui n'a rien à voir avec la vente, le marketing, la production. Comment on avance dans l'organisation? C'est toujours l'hierarchie. Il y a une compétition, c'est une pyramide, en haut il y a moins de combats, quoique l'ensemble des collaborateurs dans certaines organisations, le management, le haut de la pyramide, pèse plus lourd que la base. Parce que pour chaque 3 collaborateurs, il faut un chef. Quand j'ai 3 chefs, il faut nous un chef du chef, et puis chef du chef du chef. Et puis il y a encore des organisations qui gagnent suffisamment d'argent, qui peuvent se permettre une hiérarchie relativement importante. Dans les projets, vous êtes peut-être en tant que business analyst, c'est là où vous avez une multiplication des rôles qui sont tous responsables de quelque chose. C'est des cases qu'on a créées dans ces organisations pour qu'on puisse monter aussi. Le management par objectif a aussi été inventé. On ne veut plus diriger, on a compris que le micromanagement, c'est peut-être pas super de talonner. Alors, il faut donner un objectif. Et comme ça, les gens, par leurs propres initiatives, vont atteindre les objectifs qu'on a fixés, qui, espérons, convergent avec les objectifs de l'organisation et peut-être aussi, dans un peu une idée secondaire, convergent avec les objectifs de la personne. Mais en fait, ça ne marche pas. C'est une motivation extrinsèque. C'est sympa le bonus, mais de nouveau, dans notre sphère, en tant que business analyst, on gagne relativement bien notre vie, en tout cas, c'est au-delà de la moyenne suisse, selon les statistiques de l'ICT, et d'avoir le bonus en plus, c'est sympa. Je peux m'acheter une nouvelle Tesla, c'est cool. Mais ça ne rend pas heureux, ça ne change plus rien. Quand on a des faibles revenus, là, le système de bonus marche très bien. Ça, c'est le travail à la tâche. Si je fais plus de pièces dans l'heure, j'ai plus d'argent et à la fin, je vois la différence. Si je gagne 12 balles par heure ou encore moins aux États-Unis, c'est vrai. Mais dès qu'on a passé, je crois, selon l'OSCE, dans les pays développés, c'est 78 000 francs suisses, les bonus ne servent à plus rien. Parce qu'on peut avoir une vie décente, agréable. Et oui, je le prends le bonus, bien sûr. Je vais pas... Mais si je n'ai pas le bonus, si je vois que l'environnement du projet ne me permet pas d'atteindre mon objectif, ma foi, je ne veux ni m'énerver, ni perdre aussi le désespoir. Cette notion de carotte là ne fonctionne pas. Alors du coup, on ajoute quand même encore le bâton, non? Alors il faut ce niveau de performance pour mériter le salaire que tu as déjà. Tu reçois le bonus si tu es mieux, mais si tu n'atteins pas les objectifs minimaux, tu as un moins aussi. Et là, on commence à se battre. Et de nouveau, dans l'organisation, on va essayer de trouver la faute ailleurs. C'est beaucoup plus facile que de travailler pour ces objectifs. Il y a un livre intéressant de Daniel Pink qui s'appelle Drive. Vous trouvez un speech sur TED de lui qui a analysé qu'est-ce qui motive vraiment les personnes. Et là, vous voyez le carrot and sticks, c'est le fonctionnement des organisations aujourd'hui. Et ce qui amène vraiment à une bonne performance, ce sont 3 facteurs selon lui. C'est l'autonomie, pouvoir faire son activité d'une façon autonome avec ses propres compétences, ce qui nous permet aussi de réaliser la réussite. Si on est autonome, c'est moi qui l'ai accompli. Je ne suis pas seulement une roue dans l'engrenage. Ça motive énormément. On aime bien maîtriser les choses ou savoir faire quelque chose, être expert, être de valeur par son savoir, par ses compétences d'exécution. Et puis, idéalement, ça c'est un peu plus compliqué parfois, il faut que le travail fasse sens. Alors, c'est très facile si vous travaillez à la Croix-Rouge, tout le monde comprend que ça fait sens. C'est très facile aussi quand on travaille dans l'administration publique. L'administration publique est là pour servir, elle ne fait rien d'autre. Si on est dans des organisations qui sont là pour enrichir les riches, c'est un peu plus difficile. Là, peut-être le bonus, ça m'aide à supporter ce problème philosophique. Gary Hamel est un consultant ou un speaker dans le domaine du management et il dit le management, c'est la plus grande invention des derniers 150 ans. C'est ça qui nous a
permis vraiment d'évoluer au sein des organisations. Il identifie dans ses speeches et dans ses livres cette courbonnesse, en fait. C'est l'adoption de nouvelles technologies. On a une phase, je ne sais pas comment j'arrive là, non, ça me cache la main, une phase un peu plate où la technologie est là, mais pas encore adaptée, après une forte croissance jusqu'à saturation du système. Et ce qu'on a observé, que la séquence de ces adoptions de nouvelles technologies, de nouvelles façons de faire, s'accélère énormément. Ça, c'est une photo lors de la... je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est à Rome, c'est la place Saint-Pierre, là au fond de cette image. C'était Benoît XVI, c'était ça, le Ratzinger, l'Allemand, hein, quand il est devenu pape, c'est cette image-là. Et ça, c'était le suivant. Même endroit, même image. Vous imaginez cette foule-là, hein, la foule, là on va très bien, il y a des bonnes sœurs. C'est une foule plutôt conservatrice, non? Pour se rendre à Rome, pour célébrer ça. Et tout ça, tout le monde a son téléphone. Et ça, l'iPhone, ça fait quoi? 10 ans, 11 ans, 12 ans, quelque chose comme ça, non? Essayez aujourd'hui d'acheter un téléphone qui n'a pas d'écran tactile, ça va vous coûter cher. Parce que c'est pour les enfants ou pour les personnes âgées, des tout petits images, et tout au milieu, à partir de 20 francs, vous avez déjà un téléphone tactile. Là, j'ai listé rapidement l'adoption jusqu'à avoir 50 millions d'utilisateurs. Alors, la radio, 38 ans, la télé, 13 ans, Internet, 4 ans, les iPod, des baladeurs MP3, 3 ans, Facebook, 2 ans, et Pokémon, comment il s'appelle le truc? Pokémon Go, je crois, non? Le truc sur le téléphone où il faut chercher les trucs là. 19 jours. Après 19 jours, ils avaient 50 millions d'utilisateurs. Alors, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui s'accélère. Les problèmes sont peut-être toujours les mêmes, mais l'adoption, en tout cas, de technologies s'accélère dramatiquement. Alors, dans tout ce contexte-là, maintenant, qu'est-ce que le Management 3.0 propose? Avant tout, on a fait une différence entre des principes et des pratiques. Les principes ne changent pas trop, c'est un support qui change, mais le principe de transmission de l'information par l'écriture, si on utilise une pierre, du parchemin, du papier ou électroniquement, le principe reste différent. Par contre, la pratique, l'exécution change. Alors, il y a des principes de Management 3.0, il y a 5 principes. Et il y a une multitude de pratiques, comment on peut mettre en œuvre en fait, ces principes. Alors, on a avant tout le besoin de travailler ensemble. C'est vraiment dans l'idée de gagner un maximum de perspectives sur les problèmes, de pouvoir profiter des spécialisations de tout un chacun pour ensemble créer quelque chose de plus performant. Il faut travailler ensemble. Il faut qu'on crée un système de fonctionnement, une approche, un processus quand même le processus dans l'agilité, c'est peut-être très très léger, mais il y en a un, il faut s'organiser. Et ça, c'est le système, il y a le processus d'exécution, il y a un processus de communication, un processus de management, et il faut qu'on réfléchisse toujours comment on fonctionne à l'intérieur de ces processus. Il faut aider, satisfaire tous les clients extérieurs, bien sûr, mais aussi des clients internes, il y a des clients secondaires, on va essayer de trouver un optimum de satisfaction. On va manager le système et pas la personne. Ça veut dire de comprendre comment fonctionne l'organisation et pas les personnes à l'intérieur de l'organisation. On veut changer les structures, on veut changer les processus. C'est ça qu'il faut gérer, mais pas les personnes qui exécutent. Les personnes, on est tous relativement autogérés. Et puis, surtout, Claude nous a parlé de l'innovation tout à l'heure, du congrès, qui est sous le thème de l'innovation. Cette création de nouvelles idées de l'innovation, ça se fait toujours ensemble. Les temps où c'est un chercheur tout seul dans son laboratoire qui va trouver quelque chose pour un prix Nobel, c'est fini depuis longtemps. Hein. C'est des équipes même internationales maintenant. Et les mêmes découvertes sont faites sur plusieurs continents à la fois, parce que c'est le moment de le découvrir d'un point de vue savoir qu'on a créé. Ça, ce sont les 5 principes. Puis après, on a Marty, notre animal du Management 3.0, un peu bizarre, là, où on a des thèmes
de management qu'on veut mettre en œuvre. C'est aussi la structure d'un cours d'introduction à management 3.0 qui dure 2 jours. Avant tout, il faut dynamiser les personnes, il faut mobiliser l'organisation, il faut la rendre plus flexible. On a plutôt pris l'habitude de définir des processus, de faire des diagrammes de processus, nous on aime bien, puis une régularité, il y a même du process mining, on essaie de simplifier, organizational footprint et tous ces thèmes-là, c'est super, tant qu'on est dans un processus qui s'exécute aussi plusieurs fois. Dans une industrie automobile, effectivement, je veux construire toujours la même voiture, si une fois j'ai découvert comment il faut le faire, répétons-le. Mais dans beaucoup d'activités, surtout nous qui travaillons dans les projets, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de processus fixe. Ou de processus fixe qu'on a, il faut réfléchir ce qu'il faut faire, il faut réfléchir comment on pourrait résoudre ce problème-là, il faut le faire, il faut vérifier qu'on a bien réussi, et puis après c'est fait. Mais c'est tellement macro, ça ne sert à plus. Alors il faut qu'on libère les gens dans les organisations qui contribuent un maximum vers la solution. Et pour ça, il faut leur donner la responsabilité. Et ce n'est pas la responsabilité qu'on donne du management vers le bas, maintenant c'est toi. Si ça rate, c'est ta faute. Hein, ça, c'est la délégation, c'est super. Ça marche seulement si celui qui reçoit la responsabilité est d'une part d'accord de la prendre, et deuxièmement, il faut aussi qu'il reçoive les compétences pour décider dans le cadre qui lui est attribué pour vraiment pouvoir réussir. C'est sous le thème de responsabilité des équipes. Après, il faut aligner l'organisation. C'est bien d'avoir des équipes autonomes, mais il faut quand même le tout fasse un sens. Comment on structure une organisation, comment on organise une collaboration à plus grande échelle. Il faut qu'on réfléchisse à notre compétence. On est le facteur limitant, moi, Claude aussi, je vois, Minéa et Diego. Moi, j'étais beaucoup dans l'assurance, les banques, les caisses de pension. Dans les projets, le facteur limitant, c'est jamais l'argent. Ça se trouve, non? Je ne sais pas si vous avez la même... Surtout si on est dans une banque, finalement, c'est une valeur dans un Excel, hein, c'est l'argent quelque part. Mais les projets souffrent toujours du manque de compétences, de manque de gens. Et puis, c'est là où on voit ces situations où une personne est en parallèle dans 15 projets parce que cette compétence, elle est rare dans l'organisation. Et ça y est, maintenant, il faut le chef de projet qui coordonne les 5 et 10% que chacun va faire dans un projet ou dans l'autre. Non? Alors, il faut qu'on travaille sur les compétences pour les diffuser à plus large échelle dans l'organisation pour qu'on ait plus de capacité pour réaliser aussi nos projets. Puis après, on est toujours dans une économie de croissance. Hein. On veut faire croître la structure à une notion vraiment, c'est une plante pas par hasard en fait, où on sème une graine quelque part avec ces nouvelles approches et puis on veut que toute l'organisation adopte ces bons principes. Et puis après, il y a un chapitre un peu consolidant, qui a amélioré le tout. Tous ces aspects-là ont une interaction. Alors, il faut optimiser l'ensemble du fonctionnement. Voilà. Alors, le management 3.0, ce n'est pas un processus, ce n'est pas une checklist à appliquer, c'est avant tout un mindset, une façon de penser management. Je vais changer un truc là. Ah, ça, ce n'est pas du tout ce que je voulais. C'est ça. Non, pas ça non plus. C'est mieux comme ça. Voilà. Voilà. Alors, le mindset du management 3.0. C'est Peter Senge, sur le livre The Fifth Discipline, disait que le seul avantage compétitif à long terme pour une entreprise, c'est sa capacité d'apprendre plus rapidement que les autres. Les statistiques aussi de l'Office fédéral de statistiques sont assez claires, hein, mais les entreprises ne vivent pas éternellement. Il y a très, très peu d'entreprises qui ont plus de 100 ans. Souvent, c'est plutôt des grandes entreprises industrielles qui arrivent à se réserver une place dans l'économie qui est difficilement accessible pour les autres. Faire une compétition dans les chemins de fer, c'est quand même un peu compliqué. Par contre, tout ce qui est de plus en plus virtuel, la compétition est féroce, et puis il y a des nouveaux entrants et il y a d'autres qui partent. Et pourquoi il faut apprendre quelque chose? Qu'est-ce qu'il faut apprendre? On parle de digitalisation, d'innovation, mais avant tout, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment la complexité de la chose. C'est des systèmes fortement interconnectés où les relations sont difficiles à comprendre, qu'il y a une dynamique.
Ce qui est vrai aujourd'hui n'est plus vrai demain, surtout parce qu'il y a des humains dans le processus. Ce qui me plaît aujourd'hui, demain, j'en ai marre. Et c'est ça qui crée des systèmes extrêmement dynamiques. Et je ne voulais pas en parler, mais cette histoire de pandémie, c'est quand même assez intéressant. Quand on entend dire les gens, mais il est où le plan de sortie de ça? Comment ça se fait que notre gouvernement n'a pas un plan et le 15 janvier on fait ça et le 30 mars on est là? Parce que c'est un système complexe. Ils ont quelques leviers pour agir, mais ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe aussi localement, ils n'ont pas de contrôle. On ne maîtrise pas le système. Et dans un contexte comme ça, il faut adopter des stratégies toutes différentes pour réussir. Je ne dis pas que ce qui est mis en place par les gouvernements, c'est super, hein, c'est peut-être tout ce qu'on peut faire aussi dans un système politique tel qu'il est, mais c'est complexe. On n'a pas la possibilité de planifier une pandémie, ça ne fonctionne pas, mais aussi dans nos organisations, c'est très, très difficile vraiment de planifier tous les projets, tous les résultats. C'est un système complexe où il faut travailler ensemble, comme une cordée dans les montagnes, avec nos spécialisations. Et ce qui est intéressant maintenant, pour revenir sur le manager, la gestion du travail ne doit pas être faite par un manager qui ne fait que ça, parce que le management est beaucoup trop important pour laisser co-manager. Il faut manager des équipes autonomes. C'est un paradoxe. Comment manager les équipes autonomes? Et on revient en fait sur l'idée qu'il faut manager le système et pas les personnes. Il faut créer un cadre qui permet aux gens de se développer tout seuls pour atteindre les objectifs de l'organisation. Voilà un peu l'introduction. Ce n'est pas fini, hein. Alors, j'aimerais faire une transition vers un thème qui nous touche tous, où on essaye depuis 20 ans maintenant de mettre en place un peu ces principes de management. C'est l'agilité. Alors, l'origine de l'agilité, c'est ça, non? C'est d'ailleurs, vous pouvez faire le test sur Google. Tapez agilité, puis regardez sur Google Images ou aux vidéos ce que Google vous présente. Si ça montre des chiens qui courent des obstacles, vous êtes normal. Si vous voyez des cycles ou des post-it, vous avez un problème. En fait. Vous êtes plus normal. En fait. Chez moi, c'est les post-it. Alors, l'origine de l'agilité, c'était à la base un grand mécontentement du fonctionnement des organisations dans le développement logiciel. C'était ça. Qu'est-ce qui est particulier dans le développement logiciel? C'est que les gens sont extrêmement autonomes. Un développeur n'a pas besoin du chef qui lui dise qu'il écrive comme code. Tu n'as qu'à l'écrire toi-même si c'est comme ça. Hein, ça ne sert à rien. Alors, il y a une énorme autonomie dans ces équipes. Elles ont toujours été pluridisciplinaires, avec des spécialisations très fortes, ceux dans l'analyse, ceux dans la réalisation, ceux dans la conception, l'architecture, le testing, sont des compétences très, très profondes. Hein. Il y a beaucoup de savoir à acquérir pour faire un tout qui fonctionne. Et cette collaboration, on a l'habitude. Et avec la gestion de projet classique, où il y a toute cette structure organisationnelle, on n'est pas vraiment heureux. Hein. J'ai ça pour quand? Tu me donnes une date? C'est quoi la charge? Combien de temps, Claude, faut-il pour cette analyse? Il n'y a pas de question plus bête que ça. Hein. Peut-être qu'il faudrait que j'analyse pour savoir combien de temps qu'il faut pour l'analyse, non? Voilà. Mais ça montre un peu l'incompétence du management à comprendre, à aborder des problèmes complexes. Alors voilà le manifeste agile, vous connaissez peut-être, c'est très orienté à informatique. Aujourd'hui, l'agilité veut être déployée dans les organisations à plus large échelle et je l'ai un peu reformulé. J'ai enlevé les aspects développement. Je veux dire que nous découvrons comment mieux mener nos projets, nos initiatives, nos changements, et pas seulement le développement logiciel. Toujours, ce qui est le plus important, c'est l'individu et ses interactions, ou les individus et leurs interactions pour réussir. C'est plus important que le processus et les outils, bien qu'il en faut aussi, mais c'est l'interaction qui est vraiment le plus important. Il ne nous faut plus des logiciels, mais aujourd'hui, il nous faut des solutions. Dans l'ère de l'informatisation, il suffisait d'automatiser un processus, de mettre en place un outil qui permet de faire le travail plus efficacement. Il y a moins de travail à fournir parce que toutes les parties automatisables le sont. Aujourd'hui, ce sont des solutions aussi beaucoup plus complexes où il faut une organisation, il faut des procédures et surtout il faut de l'humain dedans. Et à ce moment-là, la solution globale à considérer, c'est vraiment le système global et pas seulement les aspects informatiques.
Puis après, on a la collaboration, ça on avait déjà, mais au lieu de parler de négociation contractuelle, on parle de séparation des responsabilités. Il faut vraiment que tout le monde se sente responsable pour l'ensemble et tout le monde puisse être actif là où c'est le plus intéressant. Alors ça, c'est vieux, 20 ans. J'ai encore plus vieux. Frédéric Brooks, première édition de son livre en 75, c'était le chef de projet du système 360 dans les années 60, où il a failli mettre IBM en faillite, parce que ce projet qui pensait au début coûter 200 millions, a coûté plusieurs milliards dans les années 60. Hein. C'était comme des sommes colossales. C'est aussi ça qui a fait le succès et la richesse d'IBM. Alors, dans son livre, The Mythical Man, vous connaissez certaines expressions certainement. There is no silver bullet. Il y a, quand on agite des personnes dans un projet qui ont retard, on le fait retarder davantage. Peut-être vous avez entendu ces expressions. Ça vient de ce livre. C'est très, très vieux. Bientôt 50 ans. Et notamment, il a un chapitre là-dedans, ça vaut la peine de le lire, hein. Il y a quelques chapitres qui sont vieillots, mais tout ce qui est management, en fait, est très, très pertinent encore aujourd'hui. Et lui, il a identifié à cette époque-là le Surgical Team. Alors, comment aborder un problème? Il a fait l'analogie avec une équipe, une salle d'opération, comment ça fonctionne, où j'ai le spécialiste de l'intervention, voilà, mon chirurgien cardiologue, en fait, qui sait faire l'intervention sur le cœur même. Mais ce n'est pas lui qui va faire l'anesthésie. Hein. Pour ça, j'ai un anesthésiste qui a la responsabilité de garder le patient en vie. J'ai peut-être d'autres chirurgiens qui ouvrent et qui ferment parce qu'ils coûtent moins cher que l'expert qui intervient sur le cœur du métier, quelque part. Et puis, il y a toute une série de personnes, des infirmières et infirmiers, assistants, qui suivent, qui savent très bien quelle est l'intervention qui va avoir lieu, qui tombent des instruments au bon moment. Il y a peut-être un deuxième niveau de personnes aussi. Vous trouvez certainement, en chirurgie, de toute façon, à cœur ouvert, c'est dangereux. Dans n'importe quelle salle d'opération, il y a un chariot de réanimation. Parce que ça peut tourner mal. On est prêt. Alors, c'est du risk management, par exemple, qui est déjà fait. Et puis, en orthopédie, vous avez peut-être celui qui crée la prothèse, le spécialiste, le prothésiste, en fait, qui ont des spécialisations très fortes. Et puis lui, il comparait en fait la structure de nos équipes sous cette forme, l'expert dans le domaine très très précis, ceux qui soutiennent l'expert dans l'exécution et le rendent efficace parce qu'il a un savoir précieux qu'on ne veut pas utiliser pour du travail moins valorisant, et tout une partie de risk management et organisation autour qui permet d'attaquer ou de traiter le problème au centre d'une façon sereine, parce qu'on sait qu'on est prêt si jamais ça marche. Alors, il faut une diversité pour que ça fonctionne. Et je pense ici maintenant, vous allez être surpris, il faut quand même aussi une diversité organisationnelle. Et moi, j'aime bien l'hiérarchie. Vous voyez, on parle de cellules autonomes, il y a des interactions, mais c'est presque un organigramme là déjà. Alors, à la base, on peut faire un système cellulaire. Il y a Holacracy qui parle de ces principes-là, où on peut créer un organisme presque vivant d'interaction qui fonctionne, mais l'hierarchie fonctionne quand même. Et je pense qu'il faut aussi là, pas être trop extrémiste en fait dans ces pensées, c'est-à-dire il y a à la fois dans l'organisation, il faut une notion de hiérarchie, surtout pour les parties décisionnelles, parce que si c'est trop participatif, peut-être ça ne décide plus. Et puis, il faut les réseaux pour le passage de l'information. Et l'hiérarchie nous crée un bottleneck de flux d'informations, c'est dangereux, il faut faire attention avec les hiérarchies. Les réseaux souffrent du problème du nombre de connexions possibles. Dans une grande organisation, on sait plus ce que font les autres. Et là, l'hiérarchie aide beaucoup. Et des grands systèmes à droite, vous avez juste 10 acteurs avec leur connexion, 45 connexions, si je ne me trompe pas. C'est déjà ingérable. Une équipe de 10 personnes, il faut que ça se passe. On n'a pas d'autre choix que de laisser faire et de créer un environnement qui fonctionne pour ça. Je regarde juste ce que j'avais prévu là encore par rapport au temps. Il est déjà presque 11 heures. On va faire ça
quand même voir ce chapitre. L'empowerment, j'ai déjà abordé le sujet de l'autorité, de la capacité de savoir exécuter. Empowerment très, très français naturellement. On sait que plus les gens sont autonomes déjà, et l'instruction fait partie de ça, moins le côté autoritaire est efficace. Parce que, qu'est-ce qu'il me dit? Ça ne m'intéresse pas trop. Alors, dans nos sociétés développées, la direction autoritaire ne fonctionne pas. Ça aussi, un effet, c'est Laloux, je crois qu'il a dit, ouais, Frédéric Laloux, qui a presque une infantilisation. C'est ce que disait David, qu'on n'a plus besoin de réfléchir. Voilà, je te dis ce qu'il faut faire, et puis réfléchis pas, non, fais. Hein, je sais qu'il faut faire ça maintenant. Et ça ne fonctionne pas. Il faut avoir un système plus collaboratif, où on est partenaire. Il y a des aspects du management. Et moi, je suis très content d'avoir un manager qui me manage des choses, hein. Pas moi, hein, mais les choses pour que je ne doive pas m'en occuper. Ça, c'est très bien. Et ça doit être un échange fluide entre ce qu'on délègue, ce qu'on prend comme responsabilité, c'est aussi intéressant d'avoir une espèce de firewall de management, hein, pour protéger une équipe pour qu'elle puisse travailler. Mais il faut créer une structure, très important. Ceux qui font de l'équitation, c'est marrant, des fois les chevaux s'échappent des parcs, mais ils reviennent toujours là où ils étaient. Pourquoi? Parce que les copains sont là-bas. Mais un cheval tout seul, il est assez vulnérable, ils doivent être ensemble. Et puis si on n'a pas de limite, ben, ils ne savent pas où aller. Ils pourraient faire le tour du monde, mon cheval, mais il va être là vers le coup. Alors, ce qui est bien, c'est quand même limiter le chemin, le domaine d'action, en fait, de créer une zone qu'on délimite pour pas qu'on a la responsabilité du monde entier. Voilà, ça c'est ta zone d'activité, c'est là où on se développe, et c'est là, en distribuant à l'intérieur le contrôle parmi les acteurs, qu'on va vraiment libérer les chevaux et puis faire avancer. C'était décembre de l'année passée. C'était quand le Delegation Poker? C'est novembre. Ouais, décembre. Décembre. Il y a aussi un atelier sur une des pratiques du management 3.0, le Delegation Poker. C'était l'année d'avant. Ah, c'était pas là. Ah oui, c'était déjà. C'était en présentiel. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai, purée. Ça file, hein? Alors, si vous êtes manager, les conseils. Alors, on ne parlait que du mal de management. Première chose, essayez d'éviter l'administratif. Mon chemin de bataille, c'est les timesheets. Je ne sais pas, ceux qui font des timesheets, c'est un grand mensonge. Hein, parce qu'à la fin de la semaine, quand je le remplis parce qu'il faut, sinon je n'ai pas mon bonus. Hein, je me rappelle plus ce que je fais toute la semaine. Dans une organisation, j'ai eu la chance une fois d'avoir des timesheets à 40 tâches. Hein, pour une semaine. J'ai fait quoi quand? Ben, je mets des chiffres. Quoi. Ah là, j'ai dans le cours du budget, je vais mettre là. Et puis après, ils se basent sur ces chiffres-là pour prendre des décisions. Je trouve ça assez dangereux en fait. Mais tout le monde qui a dans sa vie a rempli une timesheet déjà, c'est que c'est pas le truc. Hein. C'est pas très fiable. Alors, voilà. Une des pratiques, je vous conseille vraiment d'arrêter. Ça sert à rien de vérifier la consommation des heures, surtout sur le niveau du micromanagement. Essaye en tant que manager de ne pas arbitrer. Ça, c'est aussi la solution de facilitation. Hein, il y a deux aspects de facilitation. C'est pas, nous, on n'arrive pas à se mettre d'accord, alors on dit au chef de le faire. Facile, hein, ça ne donne pas forcément les bonnes décisions. C'est ce qu'on fait avec les tribunaux. Hein. À un moment donné, un jugement, ça s'appelle justice, mais ça n'a rien à voir avec juste. Hein. C'est un arbitrage. Et puis après, cet arbitrage permet d'avancer, mais ce n'est pas forcément une solution. L'énergie que vous devez mettre au maximum, c'est dans le recrutement, de trouver les bonnes personnes, pas forcément les bonnes personnes qui savent déjà aujourd'hui ce dont vous avez besoin, mais ceux qui ont le potentiel d'acquérir le savoir, le comportement pour faire avancer l'organisation. Si vous voulez les garder un peu plus longtemps. Cherchez pas ceux qui, depuis 20 ans, font déjà quelque chose et qui sont experts, parce que probablement, ils en ont marre aussi, ils veulent apprendre autre chose. Le recrutement transversal, un peu latéral, peut développer des toutes nouvelles perspectives sur le travail. Tout le monde doit apprendre dans l'organisation, même les managers, et c'est ça qui va rendre nos entreprises plus dynamiques
et qui nous permet toujours en Europe d'affronter les problèmes du futur. On est ici dans la région, une des régions les plus chères au monde. Il faut qu'on justifie qu'on soit encore là avec nos salaires. Il faut qu'on soit meilleur que tous les autres. Et c'est à travers ce système, ce fonctionnement-là, que nous, on peut être plus performants que d'autres écoles. Voilà, alors j'ai regardé là, il y avait quelques questions dans le chat. Comment on va faire pour les questions? Notez-les dans le chat et puis Minia ou Diego vont me les lire. Alors, David avait dit que le contexte de la pandémie me semble amener du VUCA global. Alors, du VUCA, c'est de la volatilité, l'incertitude, la complexité et l'ambiguïté dans nos systèmes. Ce sont des 4 paramètres qui rendent le résultat totalement imprévisible. Enfin, pas totalement imprévisible, mais disons, pas planifiable. Puis on a vu, on est quand même dans une société relativement résiliente, ce qui nous est tombé dessus il y a une année. Moi, je trouve, j'en ai marre, hein, mais c'est pas mal quand même. C'était pas la catastrophe. Vous vous rappelez, le premier week-end là, où tout le monde courait à la Migros et puis les étagères de pâtes étaient vides? C'est impressionnant quand même. On est un peu plus loin maintenant, il y a toujours des pâtes. Alors ça... Vous pouvez aussi prendre la parole, hein, les micros sont ouverts. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Qui veut intervenir? Bon, alors. Oui, j'ai une question. Pardon, super. Oui, vous avez dit qu'il faudrait renoncer à l'arbitrage. J'aimerais bien savoir, dans ce cas-là, comment on peut s'assurer que l'équipe prenne une bonne décision? C'est vraiment. Alors, s'assurer, c'est compliqué. Après, il y a effectivement des équipes qui n'arrivent pas. Mais c'est vraiment une activité de coaching, de le coacher à bien considérer tous les éléments. Si on m'aborde moi, voilà, on a besoin de ton arbitrage, mais j'ai aussi un espèce de processus mental, comment je vais amener. Ce que j'aime bien, notamment, c'est sortir à ce moment-là une pièce ou un dé et de dire, tu veux quoi, pair ou impair? Et puis on lance les dés, puis après ils font des yeux comme ça, mais c'est quoi cette histoire? Tu voulais une réponse, je te donne la réponse. Et à court terme, comme ça, je pense que c'est une méthode assez valable. Puis c'est peut-être un peu choquant de dire, ah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et c'est là, ils se rendent compte, en fait, il y a un processus. Il y a un processus d'analyse, de réflexion, de pondération. Et puis après, sur ça, si on arrive à factualiser en fait, la décision, normalement, la solution devient évidente. Parfois, il y a des solutions qu'on estime équivalentes. Et effectivement, on va faire un arbitrage. Idéalement, c'est l'arbitrage de la décision qui permet peut-être quand même de réactiver l'autre plan si jamais ça ne marche pas dans un deuxième temps. C'est un peu ces approches-là. Mais en tant que manager, je veux surtout coacher, en fait. Je veux leur expliquer comment moi j'aborderais peut-être le problème pour les amener plus loin. Ok, merci. C'est aussi avec on a discuté hier là, avec ma femme, ça serait bien de sortir un dé d'estimation, non? Où sur une face, il y a 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, et puis il faut combien pour cette tâche? Ah bah tiens, je me lance le dé, 2 semaines, ça va? Voilà la question. Autre question, comment limiter le rôle des financiers sur le projet et des programmes? Il faut un budget. Alors là, de la perspective de business analyse, le budget m'intéresse moins. Pour moi, le budget est une conséquence. C'est un plan qu'on valorise. Voilà, il faut tant de ressources matérielles, tant d'humains, tel taux d'horaire, des sous-traitances, etc. Puis à un moment donné, j'ai une somme et ça devient le budget. Puis on ajoute une réserve parce qu'on sait comment ça marche. Ce qui m'intéresse en tant que business analyst, c'est combien vaut la solution. C'est beaucoup plus difficile à répondre à cette question, je le comprends bien, mais de bien justifier en amont
pourquoi on fait le projet et quels sont les objectifs qu'on poursuit. Quelle est notre capacité d'investissement et pas le budget. Ce projet nous vaut 500 000 ou avec ce projet, on peut dégager 500 000 francs. Avec le taux de rendement interne qu'on veut obtenir, voilà, on peut dépenser 300 000 francs. Et ça me donne le budget. Et du moment où on voit que les 300 000 francs, on les dépasse, il faut arrêter le projet. Alors, beaucoup plus réfléchir sur la valeur de la solution et après optimiser, même si comment dire, la solution vaut 500 000 francs et je trouve une solution à 20 000 francs, tout ça à prendre. Imaginez-vous, vous avez un budget de 300 000 francs, vous trouvez la solution à 20 000 francs après un mois, qu'est-ce que vous faites? On fait une année tranquille. Non? Les budgets seront dépensés, le temps alloué sera consommé. C'est la loi de Parkinson, c'était observé à de nombreuses reprises. Le budget n'est pas un artefact de direction. Pour la planification des finances, si j'ai du cash out, tout ça c'est très très important bien sûr, mais pour guider un projet, le budget n'est pas très efficace. Il faut comprendre pourquoi on le fait, comment on mesure si on fait bien, et savoir s'arrêter quand on découvre que ça ne marche pas. C'est surtout ça qui nous manque. La culture de droit, pardon, c'est là. J'aimerais avoir des conseils pour motiver les équipes. Sandrine. On va voir ça dans le deuxième temps. On va faire un exercice. Un des principes du management 3.0 pour le management, en tout cas, c'est de comprendre qui sont les gens. En fait. Quels sont les besoins, les envies, les préférences, et de créer un système qui répond à ces besoins. Mais c'est aussi valable pour tout un chacun. Est-ce que j'ai compris qui je suis? Bon, maintenant, plus de 50 ans, ça commence à aller, je crois, mais ça a pris du temps. Voilà, de savoir qu'est-ce qui nous motive, en fait, et qu'on trouve cette motivation intrinsèque. Hein, on appelle ça le bonheur au travail. Si le travail me fait plaisir, c'est bien, c'est de toute façon bien. La compensation fonctionne très très mal. Oui, j'ai un travail qui ne me plaît pas, mais je gagne beaucoup, qui me permet de financer mes loisirs. C'est dangereux. Ça donne aussi une motivation de travailler dans une situation, mais elle est moins pérenne qu'une motivation intrinsèque où les gens veulent travailler. David. Ouais, je voulais compléter un petit truc par rapport à la question sur l'arbitrage et puis les problématiques de conflit d'autonomie qui viennent aussi avec amener de la motivation. Je me retrouve assez dans ce que tu as dit par rapport à l'arbitrage où c'est souvent, on imagine qu'il y a deux parties qui n'arrivent pas à s'entendre, elles vont faire appel à la hiérarchie pour savoir qui a tort, qui a raison. Donc, pour moi, dans un arbitrage, il y a forcément au moins un perdant, celui qui a tort potentiellement, ou voire deux perdants si un compromis est trouvé. Voilà, donc il y a forcément un perdant. Et je pense que dans une perspective de management où on va chercher à donner de l'autonomie, on va essayer d'amener plutôt dans un rôle de médiation les parties à s'entendre, à se relier à leurs besoins et à trouver ensemble la solution. Pour être plus dans une perspective gagnant-gagnant et par là même aussi gagnant en autonomie. La prochaine fois, peut-être que les deux parties arriveront à se parler et puis pas aller chercher le manager. Ouais, tout à fait. Puis de ne pas attendre trop non plus. Je vois Régis, c'est là, chez moi là, dans la première ligne, on a discuté de ça. Moi, dans les projets, quelque chose que j'aime vraiment pas, j'aime pas du tout donner un choix au comité de pilotage ou au mandant, en fait. Je veux leur expliquer pourquoi on a choisi cette solution-là. C'est ça aussi la preuve qu'on a fait l'analyse jusqu'au bout. Parce qu'on a même élicité les critères de décision. Ça fait partie du besoin de business analyst. Ce n'est pas juste créer des options. Après, il faut dire quel est le système, sous quel système on choisit l'option. Et nous, les experts dans les projets, on a évalué le potentiel, on a appliqué des règles de décision, et puis après,
voilà la solution qui, entre guillemets, s'impose. Et là, je peux m'éviter tout ce recours à l'arbitrage. Peut-être l'un ou l'autre préfère une solution ou l'autre, mais si on arrive à nouveau à factualiser, à expliquer aussi le processus de la prise de décision, ça devrait être plus acceptable. Oui, j'aurais bien aimé de faire ça avec Rust et Java, c'est nul, j'en ai marre. Mais je comprends que dans le contexte de l'entreprise, ajouter une technologie supplémentaire, c'est trop compliqué. Puis je peux être déçu. Puis après, je fais un open source avec du Rust, et puis ça va très bien. C'est voilà, c'est de factualiser la chose. Et puis, comme tu dis, David, il n'y a pas après le perdant qui est touché émotionnellement. Je n'ai pas réussi à me vendre, je n'ai pas réussi à vendre mon idée, qui serait très négatif. Ça va? Ours, la culture du droit à l'erreur me paraît aussi un élément clé. Et tu peux élaborer un peu là? Ce que c'est pour toi le droit à l'erreur? Oui, il me semble que c'est important de pouvoir se tromper et puis de pouvoir… je veux dire, un enfant, quand il apprend à marcher, il apprend à marcher en tombant. Donc, on demande des fois aux gens d'être parfaits tout le temps au début. Et puis, il faut aussi aménager un certain espace pour que les gens puissent se tromper sans qu'on les congédie directement parce qu'ils ont fait une erreur. On apprend souvent quand même de nos erreurs. Et ça, dans certaines entreprises, c'est no-no. Erreur, c'est la porte. Alors, oui, effectivement, ça c'est très contre-productif. Et c'est là où je vais arrêter de prendre des décisions. Parce que si ma décision est erronée et c'est la porte, je vais tout faire pour que quelqu'un d'autre prenne la décision de nouveau et ça me ralentit tout mon système. Il faut créer un cadre qui permet de prendre des décisions d'une façon sûre. Et j'ai un peu juste, pourquoi je t'ai demandé de clarifier un peu cette histoire de droit à l'erreur, c'est pas qu'on a un quota d'erreur et puis on peut le consommer de nouveau. Le but, c'est de ne pas en faire quand même, avant tout. Fail fast, c'est bien, mais fail pas du tout, c'est mieux. Essayons d'éviter les erreurs, essayons de réfléchir quand même. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans le cadre agile, en fait. Voilà, il n'y a qu'à avoir un product owner, et puis, on y va, et puis on verra bien. On n'a pas fait tout faux avec la business analyse en amont non plus. Réfléchir, ça aide à prendre des meilleures décisions. Effectivement, de temps en temps, on se trompe. Mais est-ce que c'est vraiment trompé? Est-ce que c'est juste que dans ce système complexe, on n'a pas pu apprécier tous les paramètres, tous les enjeux. Et il faut que l'organisation, mais après le droit à l'erreur, il faut aussi qu'en même temps, elle ait la capacité d'abandonner les projets qui ne marchent pas. C'est ce concept de sunk cost là qui vient de l'industrie. Oui, si mon budget est fini et puis j'arrive pas à équiper mon bâtiment comme je l'aurais souhaité, oui, naturellement le bâtiment est maintenant là, il faut trouver une solution pour quand même pouvoir s'en servir. Mais dans les services, c'est pas comme ça. On est très vite dans un système de multiplication de pertes. Si on continue, on perd déjà de l'argent et le système sera moins efficace, ça veut dire on va faire perdurer une situation qui est déjà pas bonne. Alors, droit à l'erreur, c'est bien, mais aussi en tirer les conséquences. Et souvent, pour moi, ça aurait été l'abandon du projet. C'est-à-dire, c'est pas le bon. Et je ne connais pas d'organisation qui en manque de projet. Si on ne fait pas celui-là, on fait peut-être un autre qui est bien meilleur. Alors, est-ce que le management est basé sur l'autonomie? Oui, dans ce cadre-là, ça s'appelle un peu l'autogestion. Je crois que chacun doit, en tout cas dans notre contexte, business analyse, projet, etc., il faut qu'on soit autonome. On ne peut pas déléguer quoi que ce soit au niveau organisation du travail et dans l'application de nos compétences au sujet, de mener l'analyse. C'est nous qui sommes les experts, on sait comment le faire. Alors, il faut que je manage cette activité-là, mais il faut quand même comprendre où sont les limites, mes limites d'action. Et si je veux aller au-delà, pour passer la frontière, là, il me faut un management aussi extérieur à ce système qui permet de bouger les limites, en fait, qui permet de créer de nouvelles conditions cadres pour réussir à l'intérieur du projet. On fait ça. Alors, c'est pas… Alors, je ne suis pas francophone, mais l'anarchie en français, il me semble que ça a une connotation très négative.
à la base, ça veut juste dire son chef. Il y a des organisations sans chef qui vont très très bien. Vous cherchez sur entreprise libérée, hein, en français, vous trouvez des articles sur ça. Il y a des TED, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent d'une façon anarchique. Allez dans une cour d'école, hein, ça s'organise de façon très anarchique, avec plus ou moins de succès, ça dépend. Mais ça ne veut pas dire que le management hiérarchique est mieux. Hein. C'est une autre façon. Je pense vraiment qu'il y a ces notions de balance qu'il faudrait chercher entre des structures réseau dynamiques et des structures qui fixent les limites qui sont peut-être plus hiérarchiques. Juste pour se connaître aussi mieux dans l'équipe, on a des techniques qui sont basées sur des mind maps et d'autres. Alors, c'est l'éventail des techniques management 3.0 est très riche. Si vous rendez sur le site management30.com, vous avez des blog posts et du matériel à disposition. Et puis, si vous avez un besoin en particulier, n'hésitez pas de m'envoyer un mail. Pour la suite, alors on a clôturé là, il est 11h54. J'avais encore donné la parole à Claude qui va clôturer les sessions d'aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Oliver. Alors, un petit peu de pub comme au départ. Bruno Separo, je vois que tu es toujours avec nous. Est-ce que tu voudrais nous donner un petit aperçu de ce qu'on va faire le mardi 11, hein, ce sera en soirée. Pour la soirée centre de gravité, tu devrais pouvoir activer ton micro normalement. Mise en pratique de la stratégie militaire dans l'entreprise avec Bruno Separo, c'est le titre de la soirée et ça va être une soirée voilà, exclusive pour IBA Geneva, puisque toi tu es ancien pilote de chasse, c'est ça Bruno? Voilà, oui, bonjour à tous. Bonjour Claude et merci de me laisser la parole effectivement pour cet événement. Alors, je suis ancien pilote de chasse et puis j'ai fait plus après de l'avion ravitailleur, mais j'ai fait un peu le tour du monde. J'avais mon bureau à 10 000 mètres d'altitude. C'est pas donné à tout le monde. Et j'avoue que le monde vu d'en haut, il est magnifique. Et moi, ce que je voulais, au travers de cet événement qu'on a monté avec Claude, c'est donner un peu une transposition. J'en parlais un peu dans les sous-groupes où j'étais, une transposition de ce qu'on fait dans l'armée, dans la stratégie. Bon, moi, je suis plus spécialisé dans la stratégie de l'armée de l'air, mais stratégie militaire et le transposer au monde de l'entreprise. Ça a déjà été fait dès le départ, hein, la naissance de la stratégie en entreprise, mais je pense qu'aujourd'hui, les stratèges dans les entreprises sont partis dans plein de directions et peut-être que revenir un peu aux bases de ce qu'on applique aujourd'hui dans le milieu militaire avec un petit outil pratique sur les centres de gravité, j'expliquerai ce que c'est, on pourra voir un petit peu comment l'adapter aujourd'hui. Voilà. Excellent, merci beaucoup Bruno. Ça, c'était donc pour le mardi 11 mai. Mardi 4, ce sera avec Maria Cortez Estudio qui nous fait une soirée qui est aussi reprise par Agile Suisse. Hein. Je crois que tu en fais partie aussi, Oliver. Mais elle n'est pas là, Maria, donc je peux pas tellement en dire plus. Regardez si jamais sur notre site. Ça, c'est pour le mois de mai. Hein. Et puis pour le mois de juin, vous le voyez derrière moi. Hop, je vais passer de l'autre côté. Je vais faire comme pour la météo, là. Donc, voilà, donc ce sera 8 soirées. Les tarifs, vous regarderez sur le site. Minéa va nous mettre le lien directement. Mais voilà, pour 8 soirées, c'est vraiment pas très cher. Alors, exceptionnellement, on fait quand même payer. Pourquoi? Parce qu'on a des conférenciers de renom. Hein, je vous ai parlé de... Il est là, je vais faire comme la météo. Il est là, vous le reconnaissez. Hop, Yves Pigneur. Mais il y en aura d'autres. Je crois que Michel Raimondo est avec nous. Est-ce que tu es là, Michel? Il me semble t'avoir vu à un certain moment. Alors lui, Michel, hop, il sera ici tout à la fin et il fera la soirée de clôture. Alors, je ne suis pas encore... Michel sur la liste. Non, il n'est pas là. Donc, il n'est pas là. Et puis, alors, ce que je ne vous ai peut-être pas dit avant, c'est qu'on aura des facilitateurs pour chacune des soirées, dont Oliver, qui va s'occuper d'organiser une soirée. Vous avez vu l'aisance qu'il a dans les outils, il va nous aider. Mais on aura aussi d'autres personnes comme Alice Vacci, peut-être que vous connaissez, qui œuvre pas mal pour la communauté des business analysts, qui a un blog, qui fait des masterclass et qui va proposer, comme Oliver, de gagner des prix. Je crois qu'Oliver, vous proposez des prix pour oui, on a 3 formations qu'on met en concours. Voilà, donc il y aura plein de formations à gagner, que ce soit Dali, que ce soit Olivier à travers Smart Gecko.
Mais voilà, aussi plein de… Alors, il parlait avant de… Là, c'était intéressant. Il disait que l'innovation se fait toujours à plusieurs maintenant. Bah, effectivement, vous voyez qu'actionner l'innovation, dans le congrès, on avait prévu 3 niveaux. Le niveau ici, il était plutôt à titre individuel. La culture, l'interpersonnel, c'est voilà, c'est plutôt quelque chose, la vision, c'est quelque chose qu'on fait plutôt à titre individuel. Après, ce qu'on avait structuré, c'est actionner l'innovation. On met des gens ensemble pour arriver à générer des idées. Ça, c'est l'idéation qu'on va valider à travers les Lean Startup. Et puis après, quand on a un ensemble de projets au niveau portefeuille, vous voyez, là, c'est conduire l'innovation où on va témoigner dans les entreprises à travers Logitech une expérience de comment est-ce qu'on gère un portefeuille de projets ou à travers Innogex qui, eux, c'est de l'entrepreneurship, ont plusieurs projets différents, de différents groupes différents. Voilà, là, dans le cadre du CERN, forcément. Voilà, merci beaucoup. Donc ça, c'est du 2 au 29 juin, je crois. Oui, oui. Du 2 au 25 juin, voilà. 2, c'est la soirée, et puis d'introduction, et le 25, la soirée de clôture. Juste petite remarque, pour accéder aux soirées d'introduction et de clôture, il faut tout acheter. Voilà, donc ça, vous le verrez sur le site. Je vais en arrêter là avec la publicité. Encore merci Oliver, merci Minéa, merci Diego pour la technique. Et puis, rendez-vous tout prochainement, le 4, avec Maria, pour une prochaine soirée IIBA Geneva. Merci, au revoir tout le monde.